Par amour, certains sont prêts à tout, même à commettre l'innommable. Peut-on aimer au point de tuer pour un être cher? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Kent Lumpink est né et a passé la majorité de sa vie dans l'État du Michigan. C'est un homme apprécié, gentil, mais qui a parfois du mal à se contrôler au niveau des finances. Cela est allé au point où il a dérobé de l'argent dans l'entreprise de sa famille. Ses parents sont inquiets pour son avenir financier, mais ils reprennent espoir lorsque Kent décide de partir travailler en tant que pêcheur en Alaska vers ses 35 ans, donc en 1994. L'Alaska est une terre d'avenir et d'espoir pour Kent, comme pour beaucoup d'autres personnes ayant tenté l'expérience. Lorsque l'on travaille dans des domaines comme la pêche, c'est un lieu attractif et qui offre beaucoup d'opportunités professionnelles. Kent est quelqu'un qui aime bien être dehors, qui aime admirer la faune et la flore. C'est une chose que l'Alaska a à offrir à ses habitants. Peu de temps après avoir emménagé là-bas, il se rend dans un club de striptease et il fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Dans ce club, il remarque une femme sublime en train de danser sur la scène, Michelle Hughes. Et il tombe rapidement sous son charme, devenant ainsi un des meilleurs clients de la jolie danseuse. Michelle vient également d'emménager en Alaska après avoir vécu en Louisiane et à New York en tant que mannequin. Cela fait seulement quelques mois qu'elle vit à Anchorage et qu'elle danse au Great Alaskan Bush Company. Très rapidement, les clients la remarquent et elle devient une des filles les plus populaires du club. Elle ne danse pas aussi régulièrement que ses collègues, préférant aller aux tables des clients et discuter avec eux. Sa façon de faire avec les hommes est un succès. Elle arrive à gagner de l'argent rapidement, entre 1000 et 3000 $ par soirée. Et grâce à ça, elle parvient à acheter une maison. Elle aime sa vie en Alaska, elle aime le grand air, les gens et les possibilités qui s'offrent à elle. Entre Kent et Michelle, les choses vont très vite. Dans la tête de Kent, Michelle représente le renouveau, un véritable nouveau départ, et il se lance à corps perdu dans cette relation. Un mois seulement après leur rencontre, il la demande en mariage et elle accepte. Puis il prend la décision de venir vivre dans la maison de sa fiancée. Mais la situation est assez compliquée entre eux, car Michelle est proche d'un autre homme qui est régulièrement chez elle avec le couple. Cet homme se nomme Scott Hilk et naturellement Kent se méfie de lui et de la relation qu'il entretient avec sa fiancée. Mais pour le rassurer et enlever tout doute, Michelle lui explique qu'il n'y a rien entre elle et Scott puisque celui-ci est homosexuel. Kent se contente de cette réponse, mais il garde tout de même une certaine méfiance face à cet homme. Il avait raison de se méfier car Scott et Michelle n'étaient pas de simples amis. Tout comme Kent, Scott fait la rencontre de la jeune femme dans le club de striptease dans lequel elle travaille et il était devenu un client régulier. Et tout comme Kent, le charme de Michelle a opéré sur lui et seulement quelques mois après leur rencontre, il la demande en mariage et elle accepte. À la fin de l'année 1994, Michelle est donc fiancée à Kent et à Scott et elle mène une double relation à leur insu. Les hommes se voient, vivent parfois ensemble dans la même maison, mais elle parvient à convaincre chacun d'entre eux qu'il est celui qu'elle aime et pas l'autre homme. Beaucoup de personnes s'accordent à dire que Michelle est très douée pour s'adapter aux personnalités des gens et à faire en sorte qu'ils croient ce qu'elle dit sans essayer de chercher plus loin. La situation est déjà assez étrange, mais elle le devient encore plus lors de l'année 1995, lorsqu'un autre homme se rajoute au tableau. John Carlin, père d'un jeune adolescent, vient de perdre sa femme qui est décédée d'un cancer. Il était un moment compliqué de sa vie, se retrouvant seul à élever son fils et à faire le deuil de sa femme. C'est pendant cette période qu'il se rend dans un club de striptease et qu'il fait la connaissance d'une superbe blonde, Michelle. Tout comme Kent et Scott, il est sous le charme de la danseuse et il développe des sentiments pour elle. Contrairement aux deux autres fiancés, au bout d'un certain temps, il comprend qu'il n'est pas le seul homme dans la vie de la jeune femme. Mais comme il l'explique lui-même, il était déjà trop avancé dans sa relation et dans les sentiments qu'il éprouvait vis-à-vis d'elle,
et il n'a pas décidé d'arrêter la relation en découvrant cela. Au contraire, il va à son tour la demander en mariage, devenant ainsi son 3e fiancé. Les parents de Kent viennent rendre visite à leur fils en Alaska, d'autant plus qu'il leur a dit avoir rencontré la femme de sa vie. Ils arrivent à Anchorage et ils font la connaissance de Michelle, dont ils ignorent la profession car Kent a préféré éviter de leur dire ce détail. Betsy, la mère de Kent, constate des actions un peu étranges de la part de la jeune femme vis-à-vis de son fils. Lorsqu'il tente des rapprochements physiques envers elle, comme la tenir dans ses bras, elle semble mal à l'aise et elle essaie de les éviter. C'est un premier élément intriguant pour Betsy, mais la situation devient encore plus préoccupante lorsqu'elle découvre l'existence des autres hommes qui gravitent autour de Michelle. Son fils a beau lui expliquer que Michelle est seulement amie avec eux, elle reste méfiante et sur ses gardes. La jeune danseuse continue sa relation avec ses 3 fiancés, passant des moments privilégiés avec chacun d'entre eux et continuant à entretenir un pouvoir de séduction et de manipulation sur eux. De leur côté, il la couvre de cadeaux, lui achetant des bijoux, des fourrures, participant aux frais de la maison et de sa voiture. Au bout d'un an de fiançailles, Scott commence à comprendre qu'elle n'a pas l'intention de l'épouser et il décide de partir de l'Alaska pour s'installer en Californie. N'ayant plus que John et Kent comme relation amoureuse en Alaska, elle se rapproche de John pour son plus grand bonheur. Il sait que Scott n'est plus un rival pour lui et Michelle est proche de lui contrairement à son agissement vis-à-vis de Kent. Elle s'implique même dans la vie de son fils, jouant le rôle d'une seconde mère pour lui. La situation devient encore plus étrange lorsque Michelle fait des travaux de rénovation chez elle et qu'elle et Kent se retrouvent donc sans logement. Tout naturellement, John leur propose de s'installer chez lui avec son fils, et c'est ce qu'ils font. Sous le même toit vivent alors John, son fils, Michelle et Kent. John n'est pas dérangé par la situation car il ne considère pas Kent comme une réelle menace pour sa relation avec la jeune femme. Il est persuadé qu'elle l'aime lui et non pas Kent. Du côté du pêcheur, ce n'est pas clair s'il avait compris ce qu'il se passait ou non car il n'en parlait à personne. Il ne parlait pas de la relation de Michelle et de John. Après, il a sûrement dû comprendre quelque chose, il a dû comprendre que quelque chose se tramait entre eux, peut-être était-il aveuglé dans ses sentiments et il était dans un déni total, mais en tout cas, il reste auprès d'elle. Même si Scott est parti de l'Alaska et s'est séparé de sa fiancée, ils vont finalement recommencer une relation partielle à distance. Michelle fait plusieurs voyages à Los Angeles pour venir le voir. En 1996, malgré le fait qu'ils vivent toujours dans la maison de John et qu'il voit sa promise faire plusieurs allers-retours pour Los Angeles, Kent annonce à ses parents de se préparer pour le mariage car une date va bientôt être décidée. Il explique à sa mère que Michelle est enfin prête, qu'elle veut faire sa vie avec lui, elle veut avoir une maison et elle veut fonder une famille avec lui. Pour prouver le sérieux de cette relation, le couple ouvre un compte commun. Kent ajoute Michelle à son testament comme bénéficiaire et il va jusqu'à souscrire à une assurance vie d'un montant d'1 million de dollars, avec comme principal bénéficiaire sa fiancée. Lorsque sa famille l'apprend, ils sont paniqués. Ils lui disent que ce n'est pas raisonnable de prendre une assurance vie avec en plus un tel montant. Il met sa vie en danger avec ses décisions et il faut qu'il annule cet arrangement. Malheureusement, Kent est sûr de son choix et il décide de garder cette assurance. Le printemps passe sans qu'une date ne soit annoncée. Kent commence à s'inquiéter et son père, Kenneth, décide de venir le voir en Alaska et de discuter de la situation avec Michelle. Il arrive durant le mois d'avril 1996 et il tente de comprendre la situation, mais son fils est aussi perdu que lui car Michelle est introuvable. Elle est partie quelques jours avant que son père n'arrive, sans donner aucune explication et sans dire où elle allait. Kent passe des jours à la chercher et il questionne John, qui lui dit qu'il sait où elle se trouve, mais qu'il ne le dira pas. Après plusieurs jours de recherche, sans résultat, Kenneth rentre au Michigan auprès de sa femme. Le 2 mai, à peine quelques jours après son départ de l'Alaska, lui et sa femme reçoivent une enveloppe provenant de leur fils. Cette lettre a été postée juste après que Kenneth ait pris l'avion.
Le courrier est très étrange car dans l'enveloppe se trouve une note écrite et une seconde lettre où il est inscrit à ne pas ouvrir. Dans la note, il indique à ses parents de ne surtout pas ouvrir la deuxième lettre fermée, sauf s'il lui arrive quelque chose de grave. Les parents respectent son choix, ils n'ouvrent pas cette lettre, mais ils appellent directement Kent pour s'assurer qu'il aille bien. Leur appel reste sans réponse. Quelque chose de grave s'était effectivement produit le 2 mai 1996. Ce jour-là, des électriciens s'occupent de faire la maintenance de plusieurs pylônes électriques dans les bois de la ville de Hope, qui se situe à 150 km de la ville d'Anchorage. Ils travaillent lorsque l'un des ouvriers remarque quelque chose de rouge dans les bois. Ils décident d'aller voir ce qu'il y a là-bas et ils découvrent le corps d'un homme décédé et ils préviennent la police. Les policiers arrivent sur place, ils quadrillent la scène de crime et ils commencent leur enquête. L'homme a reçu 3 balles, une dans le dos, une dans le ventre et une au niveau de la joue. L'arme utilisée n'est pas sur les lieux, mais sur place se trouvent plusieurs douilles provenant d'un pistolet Desert Eagle de calibre 44 et il y a aussi 2 empreintes de chaussures. L'heure de la mort n'est pas déterminée, mais estimé qu'elle s'est produite 1 ou 2 jours avant la découverte du corps. La victime est rapidement identifiée car elle a son permis de conduire sur elle et le nom indique celui de Kent Le Pink. Ce n'est pas le seul document qui se trouve sur lui, il y en a un autre extrêmement important. Il s'agit d'un papier indiquant un changement de bénéficiaire pour une assurance vie. Il semblerait que quelques jours avant le drame, Kent ait finalement décidé d'enlever Michelle de son assurance vie et d'ajouter ses parents à la place sur le document. Il n'y a pas de montant indiqué et il n'est pas indiqué qui était l'ancien bénéficiaire. En faisant des recherches sur Kent, les policiers découvrent le compte commun avec Michelle et ils se rendent chez elle pour lui parler. Elle est fait entrer chez elle, ne sachant pas pourquoi ils sont venus la voir. Ils commencent à lui parler de Kent et se renseignent sur leur relation. Elle leur explique qu'elle a une relation non conventionnelle avec lui et qu'elle ne l'a justement pas vu récemment car elle était au lac Tahoe avec Scott quelques jours auparavant. Le lac Tahoe se situe entre Los Angeles et le Nevada, donc ça la place loin de l'Alaska au moment des faits. Après avoir parlé un moment, elle leur demande ce qu'il se passe et il lui annonce alors que Kent a été retrouvé mort. Michelle s'effondre en sanglots. Where is he? He's dead. His body is gone. And that's why we're here. Après s'être remise de ses émotions, elle leur confie qu'il n'était pas réellement fiancé. C'était une sorte de couverture pour lui. Cela lui permettait de cacher son secret. En réalité, il ne s'aimait pas de cette façon car Kent aimait les hommes. Mais il ne pouvait pas le dire à sa famille et il voulait préserver cette facette de sa vie. He likes that. He likes that. His family doesn't know that. I see. Les policiers préviennent Betsy et Kenneth de la mort de leur fils et ils apprennent alors l'existence de la lettre reçue la même journée. Ses parents ont respecté son choix en n'ouvrant pas la deuxième lettre, mais à présent qu'ils savent que quelque chose lui est arrivé, une nouvelle épreuve les attend. Ils ouvrent la seconde lettre et ils découvrent son contenu. Dans cette lettre, il indique que si il a perdu la vie dans des circonstances étranges, le ou les responsables sont parmi Michelle, John ou Scott. Il demande aussi à ce que ses parents s'assurent que Michelle paye pour son crime et aille en prison pour un long moment. Il leur demande également de dire à Michelle qu'il l'avait vraiment aimée, qu'il voulait l'épouser et réaliser tous ses rêves. Les parents de Kent sont effondrés en lisant la lettre et ils détaillent le contenu aux policiers. Ils essaient de comprendre pourquoi Michelle aurait eu une raison de tuer Kent et les parents leur apprennent le montant de l'assurance vie d'1 million de dollars et que le bénéficiaire était Michelle. Après avoir obtenu ces nouvelles informations, les enquêteurs se rendent à nouveau chez la jeune femme pour lui parler. Ils lui demandent si quelqu'un aurait à gagner de la mort de Kent et elle répond assez honnêtement qu'il avait souscrit à une assurance vie pour un gros montant avec elle comme bénéficiaire. Il lui est demandé s'il a changé ses bénéficiaires récemment, mais elle répond qu'elle l'ignore.
Si Michelle n'est pas au courant qu'elle n'est plus sur l'assurance vie, elle a donc un mobile sérieux pour vouloir attenter à la vie de Kent. Elle a un mobile, mais elle a également un alibi, tout comme Scott, puisqu'ils étaient ensemble dans un autre état. Parmi les suspects désignés dans la lettre de Kent ne reste qu'un seul nom, celui de John. Il est interrogé à son tour et il déclare ne rien savoir concernant le meurtre. Par contre, la voiture de la victime est toujours présente à Anchorage. Et les policiers sont en mesure de la fouiller et ils font une nouvelle découverte. Dans la boîte à gants se trouvent des documents dont un intrigant, très intrigant. Il s'agit d'un email qui a été imprimé. Il provient de John et il est adressé à Michelle. Dans ce courrier, il parle d'un chalet qu'il a acheté à Hope, soit dans la région où le corps a été retrouvé. Il lui propose d'y aller quand elle le souhaite, il parle en détail des rénovations et il conclut par « Appréciez votre séjour ce week-end », ce qui laisse sous-entendre qu'elle ne s'y rendait pas toute seule. En bas du document, il y a une indication manuscrite de la part de Michelle. Dedans, elle remercie John et elle lui demande de ne dire à personne où ils se trouveront ce week-end-là. Les policiers n'ont pas trouvé de traces concernant ce chalet et ils pensent que cette lettre a été créée de toutes pièces pour que Kent la découvre et qu'il parte à la recherche de Michelle à Hope. John a dû lui proposer de l'accompagner, l'a conduit dans les bois et lui a tiré dessus avant de repartir, le laissant là-bas. Une perquisition est effectuée chez John en même temps qu'il est interrogé. Plusieurs armes sont découvertes, mais aucune ne correspond aux douilles retrouvées sur place. Il y a tout de même un étui vide avec une broderie d'aigle dessus, ce qui pourrait correspondre au pistolet Desert Eagle, donc l'arme du crime. John de son côté nie avoir possédé une telle arme, il n'a jamais eu de pistolet de calibre 44 en sa possession. Aucune preuve n'est ajoutée au dossier par la suite. Les preuves collectées sont insuffisantes pour poursuivre les suspects dans une cour de justice. Et l'affaire Kent le Pink devient un cold case. Chacun des suspects continue leur vie de leur côté. Scott reste à Los Angeles, John s'installe au New Jersey et Michelle quitte son travail pour retourner en Louisiane et à Washington quelques mois après les faits. Elle reprend ses études, elle va à l'université pour étudier la biologie et la psychologie. À la fin de ses études, elle obtient un master en administration publique. En 1998, elle épouse un homme nommé Colin Linehan, qui vient d'être diplômé en médecine et avec qui elle va avoir une petite fille. Elle vit désormais dans une petite banlieue familiale, tranquille, elle s'occupe de son enfant, elle est amie avec beaucoup d'autres mères du quartier. Michelle a considérablement changé de vie depuis son départ de l'Alaska, mais son passé est sur le point de la rattraper. En 2004, une nouvelle unité d'enquête spécialisée dans les cold cases est créée en Alaska. Elle sélectionne plusieurs dossiers, dont celui de l'affaire Kent le Pink. Et ce dossier devient une priorité pour l'unité. Les enquêteurs commencent à tout réexaminer, reconsidérant chacun des suspects. Assez rapidement, Scott est enlevé de la liste. Rien ne leur permet de dire qu'il était au courant de ce qu'il allait se passer et qu'il a probablement servi d'alibi à son insu. Durant la perquisition que les policiers avaient faite des années plus tôt chez John, ils avaient saisi plusieurs ordinateurs. Ils décident de les analyser à nouveau et ils constatent que beaucoup d'échanges d'emails ont été supprimés. Ils sont à présent en mesure de les restaurer et ils découvrent leur contenu. Ces messages leur permettent de comprendre la manipulation de Michelle envers les hommes qu'elle fréquentait. Lorsqu'elle parle à Kent, elle lui dit « Ne t'inquiète pas pour John, il est plus comme un frère pour moi, ou même un père ». Et lorsqu'elle s'adresse à John, elle lui dit « Tu es la chose la plus importante dans ma vie, j'ai besoin de toi plus que tu ne le sauras jamais ». Dans les messages échangés, il n'est pas question de crime, mais il y a un échange intéressant entre Michelle et John quelques jours avant le meurtre. Dans son message, il écrit « Est-ce que tu sais que tu peux acheter une citoyenneté aux Seychelles pour environ 10 millions ?» Ce à quoi elle répond « Quels que soient les crimes que l'on commet, ils n'extraitent pas ?» Ce n'est pas suffisant comme preuve, mais cela reste un échange assez étrange lorsque l'on sait ce qui est arrivé quelque temps après. La preuve dont ils ont besoin est l'arme du crime, mais malgré leurs recherches, ils n'ont jamais pu mettre la main dessus. Vient alors une nouvelle idée, celle d'interroger le fils de John qui est adulte à présent. Et celui-ci
a des choses à dire. Il se souvient d'un événement peu de temps après la mort de Kent. Il est allé jusqu'à la salle de bain où se trouvaient Michelle et son père. Il se tenait près d'un évier où se trouvait un pistolet flottant dans du liquide qui sentait la javel. Cette arme appartenait à son père qu'il avait acheté grâce à une annonce dans un journal local. L'équipe d'enquête ressort tous les journaux de l'époque et découvre effectivement une annonce concernant un pistolet Desert Eagle de calibre 44, ce qui correspond à l'arme du crime. Les policiers parviennent à retrouver le vendeur et celui-ci ne se rappelle pas de John, mais il se rappelle de sa maison. Lorsqu'on lui présente l'étui vide avec la broderie de l'aigle retrouvée chez John lors de la première enquête, le vendeur affirme qu'il s'agit bien de celui de l'arme qu'il a vendue. Après avoir ajouté ce nouvel élément au dossier, la justice décide qu'il est temps de juger l'affaire. En octobre 2006, Michelle et John sont arrêtés et jugés pour le meurtre de Kent LePink, tous deux plaident non coupables. Michelle restera dans son foyer en attendant le procès, ayant payé une caution, contrairement à John qui lui attend en détention. Les deux accusés sont jugés sur deux procès différents, et le premier à s'ouvrir est celui concernant la culpabilité de John. Pendant ce procès, la défense tente de réorienter les soupçons au maximum sur Michelle. Elle la dépeint comme une manipulatrice, l'instigatrice du meurtre. Elle voulait toucher l'assurance vie de Kent. Le fils de John vient à la barre et il redit avoir vu son père et Michelle en train de nettoyer une arme. Ce qui n'est pas constaté par la défense. Mais elle justifie cet acte en indiquant que John aidait simplement Michelle à réparer ses erreurs car il l'aimait. Sauf que cet argument ne convainc pas vraiment puisque Michelle n'était pas en Alaska au moment du meurtre. Seul John était présent. Les preuves évoquées dans la vidéo sont également présentées pendant le procès comme l'email sur les Seychelles, la lettre de Kent à ses parents, l'étui d'armes vide et l'email concernant le chalet. Justement, à ce propos, John dira qu'effectivement le contenu était faux. Il n'y avait aucun chalet, mais il n'a pas été écrit pour amener Kent à Hope. Le but était seulement qu'il ne sache pas que Michelle était en fait en Californie avec Scott, puisque le pêcheur avait développé une obsession pour la jeune femme et que cela lui faisait peur. Après 4 jours de délibération, le jury rend son verdict. John Carlin est déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à une peine maximale de 99 ans avec possibilité de demande de libération conditionnelle en 2041. Vient maintenant l'ouverture du procès de Michelle. En soi, les preuves exposées et les témoins sont assez similaires par rapport au procès de John. La tactique de la défense est aussi de faire porter la responsabilité du crime sur John, qui en plus a déjà été condamné. Elle essaie de faire prévaloir la femme qu'elle est à présent, une épouse, une mère de famille respectée et appréciée par ses pairs. Elle demande à ce qu'on ne la juge pas sur son passé. Elle a été une stripteaseuse, c'est vrai. Elle a joué avec les hommes, oui, mais ça ne fait pas d'elle une meurtrière. L'accusation ne l'entend pas de cette oreille et elle déclare que même si elle a à présent changé, on ne doit pas oublier qu'elle est impliquée dans un meurtre et y a contribué. Elle évoque beaucoup son passé en Alaska, peignant le portrait d'une femme seulement intéressée par l'argent et qui était prête à tout pour parvenir à ses fins. Elle a un autre argument. Michelle avait visiblement appelé la compagnie d'assurance quelques jours avant la mort de Kent. Le contenu de cet appel reste inconnu, mais l'accusation pense qu'elle voulait s'assurer que son nom était toujours sur l'assurance de Kent. La défense conteste cette affirmation et elle déclare qu'elle voulait annuler l'assurance. Un autre témoin arrive à la barre pour ajouter une pièce au dossier de l'accusation. Il s'agit d'une ancienne stripteaseuse qui était également amie avec Michelle à l'époque. Celle-ci tenait un journal dans lequel elle marquait quel film elle avait vu avec qui et si la personne l'avait apprécié ou non. Concernant Michelle, il était marqué qu'elle avait adoré le film La dernière séduction. Dans ce film, une femme persuade son amant de tuer son mari pour être heureux ensemble et avoir l'argent pour les aider. Le mari est tué, l'amant est condamné pour le crime et la femme empoche l'argent et continue sa vie. Michelle aurait déclaré à son amie que cette femme était son héroïne et qu'elle voulait être comme elle.
L'accusation n'hésite pas à faire le lien entre le film et le meurtre de Kent. Michelle souhaitait témoigner à la barre, mais cela lui a été déconseillé par son avocat. C'est finalement son mari qui témoigne pour plaider en sa faveur. Voici ce qu'il déclare. C'est horrible, détruisant les nerfs, provoquant l'anxiété, un cauchemar. Vous savez, leur fils est mort. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je n'ai que de la sympathie pour eux. Ça me tue qu'au fond d'eux, ils pensent que Michelle a quelque chose à voir avec ça. Parce que je sais du fond de mon cœur et de mon âme que ce n'est pas le cas. Les jurés rendent rapidement leur verdict et Michelle est déclarée coupable de meurtre avec préméditation. Alors, d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre car pour le juge, le fait d'être derrière l'idée du crime ou de le commettre équivaut à la même considération. Je ne sais pas si c'est une spécificité de l'État de l'Alaska, je n'ai pas réussi à trouver une source concrète à ce sujet. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Elle est condamnée à la même sentence que John et elle écope de 99 ans de prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En 2008, Michelle fait appel de sa condamnation et ses avocats indiquent le fait que 2 des preuves n'auraient jamais dû être acceptées par le tribunal. Il s'agit de la lettre de Kent à ses parents, puisqu'on ne peut pas le contre-interroger à ce sujet, et du témoignage concernant le film La dernière séduction. John fait également appel, mais avant qu'il ne reçoive une réponse, il est retrouvé décédé dans sa cellule, battu à mort par d'autres détenus. Sa famille a tout de même souhaité continuer la demande d'appel. En 2011, la justice a annulé l'acte d'accusation de meurtre concernant Michelle, considérant que la lettre de Kent n'était plus recevable et que celle-ci avait beaucoup joué lors de la décision du jury. En 2012, les procureurs indiquent qu'ils n'inculperont plus Michelle pour le meurtre de Kent, et de ce fait, elle est désormais considérée comme innocente et libre. Les chances qu'il y ait un nouveau procès la concernant sont vraiment très minimes, car le dossier de l'accusation est encore moins solide qu'il ne l'était au premier procès. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, la lettre de Kent et l'histoire du film appréciée par Michelle ne sont plus recevables. Il y a le fait aussi que John soit décédé, l'accusation ne peut plus s'appuyer dessus lors d'un procès. Concernant John, son fils a porté plainte contre l'État de l'Alaska pour la mort de son père et il a obtenu un dédommagement de 160 000 $. Et étant donné que la demande d'appel a continué après le décès de John, sa condamnation a également été annulée en 2015. Le dossier concernant la mort de Ken LePink est toujours ouvert. Cette vidéo est un peu différente des autres cold cases puisqu'il a été résolu et puis il ne l'a plus été. Je trouve que c'est tout de même une affaire intéressante à étudier qui soulève plusieurs questionnements. Les preuves de l'accusation étaient nombreuses mais insuffisantes, car il est vrai que rien ne prouve directement que John ou Michelle soient impliqués. Il n'est question que de spéculations, même si elles sont assez nombreuses. Le plus gros problème est qu'il est impossible de mettre la main sur l'arme du crime. Cette preuve aurait été très importante. Étant donné que l'affaire est toujours ouverte, un élément, un témoignage, quelque chose peuvent toujours relancer l'enquête. Mais avec le décès d'un des suspects, l'affaire qui ne bouge plus, les chances de conclusion sont assez réduites. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, quelque chose permettra de tout relancer. Peut-être qu'un autre suspect sera dévoilé ou un même nom ressortira. Quoi qu'il en soit, Michelle n'est pas considérée coupable par la justice. A-t-elle été jugée sur son passé, lui donnant ainsi une mauvaise image auprès du jury comme certains le pensent? Quoi qu'il en soit, elle n'est pas tenue responsable du meurtre aux yeux de la justice. Les parents de la victime ne sont plus en vie à présent et ils ont gardé un goût amer concernant la justice rendue à leur fils. Betsy, après le décès de son mari en 2014, se rendait toujours en Alaska car là-bas, elle se sentait proche de Kent. Elle a récemment perdu la vie à son tour. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'affaire de cette semaine vous a semblé intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus de contenu.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.